Le vent impitoyable de l'hiver balayait les sommets des Rocheuses, charriant une morsure glaciale qui semblait traverser la chair jusqu'à l'os. Élise Morel resserra son manteau de laine autour de sa silhouette fragile, mais l'étoffe n'offrait qu'une protection dérisoire contre la fureur des éléments. Son voyage vers l'ouest avait débuté porté par l'espoir, le rêve d'un nouveau départ, un poste d'institutrice dans une ville frontière, et peut-être, un jour, la perspective de fonder un foyer. Désormais, ses rêves semblaient aussi lointains que le chalet chaleureux qu'elle avait quitté 3 jours plus tôt. « Encore un petit effort », murmura-t-elle pour elle-même, son souffle formant de nuages éphémères dans l'air gercé. Il doit y avoir un abri devant. La diligence l'avait déposée au dernier relais, avec la promesse qu'un autre attelage viendrait la conduire jusqu'à Val d'Argent. Mais 3 jours s'étaient écoulés, et aucune voiture n'était apparue. Avec des vivres qui s'amenuisaient et une inquiétude grandissante, Élise avait pris la décision fatidique de continuer à pied. À présent, alors que le soleil entamait sa descente derrière les pics déchiquetés, elle réalisait l'ampleur de sa terrible erreur. Le sentier de montagne devenait de plus en plus traître, la neige s'accumulant plus haut à chaque pas. Ses bottines de cuir, parfaites pour les pavés de Saint-Louis, mais totalement inadaptées à cette nature sauvage, étaient trempées. Elle ne sentait plus ses orteils. « Hola !» cria-t-elle, sa voix aussitôt engloutie par l'immensité blanche. « Il y a quelqu'un ?» Seul le hurlement du vent lui répondit. Élise trébucha, les jambes lourdes d'épuisement. En tombant à genoux dans la poudreuse, des larmes gelèrent sur ses joues. Elle avait 22 ans, et ce flanc de montagne désolé allait devenir sa dernière demeure. « Je suis désolée, père, » souffla-t-elle, songeant à l'homme qui l'avait mise en garde contre cette folie de l'Ouest. « Tu avais raison. » Les ténèbres commencèrent à cerner son champ de vision. Les paupières d'Élise s'alourdirent, et elle sut, par ses lectures, que cette torpeur annonçait l'approche silencieuse de la fin. Juste au moment où ses yeux se fermaient, quelque chose bougea à la périphérie de son regard. D'abord, elle crut à une illusion, un tour joué par la lumière déclinante, mais ensuite, elle le vit distinctement. Une haute silhouette à cheval se découpait sur le ciel d'encre. Un homme aux longs cheveux noirs corbeaux qui fouettait le vent, assis, fier et droit, sur sa monture. « À l'aide !» essaya-t-elle de lancer, mais sa voix n'était plus qu'un murmure. La figure approcha sans un bruit, les sabots de sa monture étouffés par l'épaisseur de la neige. À mesure qu'il se rapprochait, Élise put distinguer ses traits, des pommettes saillantes, une peau cuivrée et des yeux sombres comme l'obsidienne qui semblait lire en elle. Il portait des vêtements en peau de daim ornés de perles complexes, et une unique plume d'aigle était nouée dans sa chevelure. C'était un guerrier des plaines. Cette réalisation envoya une décharge de terreur dans les veines d'Élise. Les histoires entendues dans les salons de l'Est sur les sauvages envahirent son esprit. Des récits de scalps et de tortures que les dames bien nées chuchotaient à l'heure du thé. Le guerrier mit pied à terre dans un mouvement fluide et s'avança vers elle. Élise tenta de reculer en rampant, mais ses membres refusaient d'obéir. Il s'agenouilla près d'elle, son expression illisible. Puis, sans un mot, il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. « Je vous en prie, chuchota-t-elle, ne me faites pas de mal. » Il ne dit rien, la plaça sur son cheval, puis monta derrière elle. Ses bras l'encerclèrent alors qu'il saisissait les rênes. Et malgré elle, Élise sentit la première chaleur depuis des heures émaner de ce corps pressé contre son dos. Ils chevauchèrent en silence à travers l'obscurité grandissante. Le guerrier guidait sa bête avec une précision experte le long de sentiers invisibles aux yeux d'Élise. Après ce qui sembla être une éternité, ils arrivèrent à une petite grotte nichée à flanc de montagne. L'homme descendit doucement Élise du cheval et la porta à l'intérieur. La caverne était rudimentaire, mais préparée pour l'habitation, avec du bois sec empilé soigneusement contre une paroi. Il l'allongea sur un lit de fourrure et s'attela immédiatement à faire du feu. Élise l'observait à travers ses cils givrés, son esprit luttant pour concilier sa peur avec la douceur des gestes de cet inconnu. Alors que les flammes prenaient vie, projetant une lueur orange et chaude dans l'espace exigu, le guerrier se tourna vers elle et commença à retirer ses bottes mouillées. « Non !» protesta-t-elle faiblement, essayant de se dégager. Il marqua une pause, croisa son regard, puis saisit délibérément l'un de ses pieds. Ses orteils étaient blancs de givre.
Avec des gestes efficaces, il finit de retirer les chaussures trempées, puis enveloppa ses pieds dans des peaux sèches. « Merci », murmura Élise, la honte la gagnant d'avoir présumé le pire. Le guerrier hocha la tête une fois, mais resta muet. Il se dirigea vers l'entrée de la grotte, rentra ses sacoches et en sortit de la viande séchée. Il en offrit à Élise, qui accepta avec gratitude. À mesure que la chaleur revenait lentement dans son corps, Élise étudia son sauveur avec plus d'attention. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé initialement, peut-être vers la fin de la vingtaine. Une cicatrice courait de sa tempe jusqu'à sa mâchoire, sur le côté droit de son visage, et ses mains, bien que fortes, portaient les marques de vieilles blessures. « Je m'appelle Élise », dit-elle doucement, touchant sa poitrine. « Élise. » Le guerrier la regarda un long moment, puis toucha son propre torse. « Colane. » C'était le premier mot qu'il prononçait, et sa voix grave résonna dans la petite grotte. Élise répéta son nom, s'efforçant de trouver la bonne prononciation, et fut récompensée par l'ombre infime d'un sourire. Dehors, le blizzard faisait rage, mais à l'intérieur, près du feu crépitant, Élise sentit éclore quelque chose d'inattendu, l'espoir. L'aube se leva sur les montagnes, étirant de longues ombres sur le paysage enneigé. Élise s'éveilla pour trouver Colane déjà debout, s'occupant de son cheval à l'extérieur. Son corps la faisait souffrir après l'épreuve de la veille, mais elle était en vie, un miracle qu'elle devait entièrement au guerrier silencieux. Elle s'assit lentement, testant ses membres. Ses pieds étaient douloureux, mais ils n'étaient plus insensibles, ce qu'elle savait être bon signe. Les fourrures dont Colane les avait enveloppées l'avaient sauvée de l'amputation. Lorsqu'il revint dans la grotte, Élise lui offrit un sourire timide. « Merci de m'avoir sauvé la vie, dit-elle, consciente qu'il ne comprenait peut-être pas ses mots, mais espérant qu'il saisirait sa gratitude. Colane acquiesça, puis la surprit en répondant dans un français hésitant. « Tempête, finir bientôt, nous partir, quand sûr. »« Vous parlez notre langue ?» s'exclama Élise, un soulagement immense l'envahissant. « Petit mot, répondit-il, tenant son pouce et son index proches l'un de l'autre pour indiquer l'étendue limitée de son vocabulaire. « Où avez-vous appris ?» demanda-t-elle, curieuse de cet homme qui avait brisé tous ses préjugés en l'espace d'une seule nuit. L'expression de Colane s'assombrit légèrement. « École des hommes blancs, il y a longtemps. » Élise brûlait de poser d'autres questions, mais elle sentit sa réticence à s'étendre sur le sujet. À la place, elle demanda « Où allons-nous » ?« Val d'Argent, répondit-il, la surprenant à nouveau. « Toi, allez là-bas. J'ai vu trace dans le neige avant tempête. » Élise hocha la tête, touchée qu'il ait déduit sa destination. « Oui, je dois y être la nouvelle institutrice. La diligence n'est jamais venue, alors j'ai essayé de marcher. » Elle rit avec amertume. « Ce n'était pas ma décision la plus sage. » Le visage de Colane resta impassible, mais quelque chose vacilla dans son regard, peut-être de la compréhension ou de l'amusement face à sa folie. Il se dirigea vers l'entrée de la grotte et scruta le ciel. « On attend un jour de plus. » Le ton de Colane était sans appel. Son visage s'était assombri à l'évocation de son passé, et Élise comprit qu'il valait mieux ne pas insister. Elle utilisa ce temps suspendu pour tenter d'en apprendre davantage sur son sauveur, bien que lui soutirer des informations s'avéra aussi ardu que de faire jaillir de l'eau d'un rocher. À force de patience et de questions prudentes, elle découvrit que Colane vivait en solitaire, séparé de sa tribu pour des raisons qu'il refusa de divulguer. Il chassait et commerçait aussi bien avec les colons qu'avec les autres clans, se déplaçant d'un territoire à l'autre au gré des saisons. « La solitude ne vous pèse-t-elle pas ?» demanda-t-elle ce soir-là, alors qu'il partageait un lièvre qu'il avait colleté. Le silence s'étira si longtemps qu'Élise crut qu'il ne répondrait jamais. Finalement, sa voix grave s'éleva. L'homme seul entend ses propres pensées. « Mais, et la famille, les amis ?» insista-t-elle, incapable d'imaginer une existence aussi isolée. Une ombre passa sur ses traits, fugitive comme un nuage devant la lune. Parti. Ce seul mot portait un poids tel qu'Élise n'osa pas aller plus loin. En retour, elle lui raconta sa propre histoire, la désapprobation sévère de son père face à sa décision de partir pour l'Ouest, la mort de sa mère, emportée par la fièvre 3 ans plus tôt, et sa détermination à tracer sa propre voie plutôt que d'épouser le riche marchand de la capitale que son père lui destinait. « Toi, courageuse », commenta Colane lorsqu'elle eut terminé. « Folle, mais courageuse. » Élise laissa échapper un rire surpris par cette franchise. « Je suppose que frôler la mort par congélation peut effectivement être qualifié de folie. »
L'esquisse d'un sourire effleura les lèvres du guerrier avant de s'évanouir. Dormir maintenant. Demain, nous chevauchons. Le lendemain matin, l'aube se leva claire et éclatante, la tempête s'étant essoufflée durant la nuit. Collan rassembla ses maigres biens avec efficacité, tandis qu'Élise luttait pour se rendre présentable avec ses ressources limitées. Sa robe était irrémédiablement froissée, et ses cheveux s'étaient échappés de leurs épingles, mais il n'y avait rien à y faire. Collan sortit sa monture de la grotte et aida la jeune femme à se hisser sur l'animal. C'était un solide cheval pie, au regard intelligent, qui ne sembla nullement dérangé par ce passager supplémentaire. Le guerrier monta derrière elle, et ils entamèrent la descente de la montagne. Le voyage était lent, le cheval choisissant soigneusement ses appuis dans la neige profonde. Élise était intensément consciente de la présence de Collan contre son dos, de sa respiration régulière, des murmures occasionnels qu'il adressait à sa bête dans sa langue natale, et de la façon instinctive dont il la stabilisait lorsque le sentier devenait périlleux. Vers midi, ils étaient descendus suffisamment bas pour que la couche de neige s'amenuise. Élise aperçut pour la première fois Val d'Argent en contrebas, un modeste rassemblement de bâtisses en bois nichés près d'un ruisseau sinueux, entouré de fermes éparses qui piquetaient la vallée. « Ta nouvelle maison ?» dit Collan en retenant le cheval pour lui laisser un moment de contemplation. « C'est plus petit que je ne l'imaginais, » admit Élise. « Mais c'est beau à sa manière. » Alors qu'ils poursuivaient leur descente, elle sentit Collan se tendre, sa posture se raidit, et il se mit à scanner le paysage sans relâche, comme s'il s'attendait à un danger imminent. « Quelque chose ne va pas ?» s'inquiéta-t-elle. « Ville d'homme blanc » répondit-il simplement. « Pas le bienvenu. » La compréhension frappa Élise de plein fouet. « Vous avez peur qu'il vous traite mal parce que vous êtes différent ?» Collan ne répondit pas directement. « Je te laisse à l'orée de la ville. Mais je veux qu'il sache que vous m'avez sauvé, protesta-t-elle. Vous êtes un héros, Collan. » Il secoua la tête avec fermeté. Pas de héros, juste un homme qui a trouvé une femme dans la neige. Élise voulut argumenter, mais la tension de sa mâchoire lui indiqua que ce serait futile. Ils parcoururent le reste du chemin en silence, la distance entre eux et Val d'Argent se réduisant à chaque minute. Lorsqu'ils atteignirent les abords de la bourgade, Collan immobilisa sa monture sous l'abri d'un grand peuplier. « Toi, allez maintenant. » Élise se tourna maladroitement sur la selle pour lui faire face. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?»« Vis, » dit-il sobrement. « Enseigne bien aux enfants. » Sous une impulsion soudaine, Élise tendit la main et effleura la cicatrice sur sa joue. « Je ne vous oublierai jamais, Collan. » Une émotion qu'elle ne put nommer traversa les yeux d'obsidienne de l'homme. Il la souleva avec précaution pour la déposer au sol. Sans un mot de plus, il fit volte-face et s'éloigna au galop, laissant Élise seule au seuil de sa nouvelle existence, regardant sa silhouette devenir minuscule face à l'immensité du paysage. Prenant une profonde inspiration, elle carra les épaules et se tourna vers Val d'Argent. Elle avait à peine fait 3 pas qu'elle entendit des cris au loin. Levant les yeux, elle vit 3 cavaliers galoper vers elle depuis la ville. « Mademoiselle !» appela l'un d'eux. « Êtes-vous mademoiselle Morel, la nouvelle institutrice ?»« Oui, répondit-elle en levant la main en guise de salut. Je suis Élise Morel. » Les hommes la rejoignirent rapidement, mettant pied à terre dans un tourbillon d'inquiétude. « Nous cherchons depuis des jours, » expliqua le plus âgé des 3, un homme aux cheveux gris et au regard bienveillant. « Quand vous n'êtes pas arrivé par la diligence, nous avons craint le pire. »« J'ai failli connaître le pire, » admit Élise. « Si ce n'était pour... » Elle se retourna pour pointer le doigt vers Collan, mais il avait déjà disparu derrière la crête, aussi silencieux dans son départ qu'il l'avait été lors de son arrivée. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Élise à Val d'Argent, et l'hiver commençait enfin à desserrer son étau sur la ville de montagne. Les premières pousses timides perçaient dans les prairies, et le ruisseau qui donnait son nom à la colonie gonflait sous l'effet de la fonte des neiges venues des sommets. Élise avait trouvé sa place en tant qu'institutrice, gagnant le respect de la communauté par son dévouement et l'affection de ses élèves grâce à sa bienveillance mêlée de fermeté. L'école, une bâtisse rudimentaire d'une seule pièce, meublée de bancs taillés à la hache et chauffée par un poêle ventru, était devenue sa seconde maison. Pourtant, malgré son intégration réussie dans la société de Val d'Argent, les pensées d'Élise s'égaraient souvent vers Collan. Par temps clair, elle se surprenait à fixer les montagnes, se demandant où il pouvait être et s'il était en sécurité. Elle avait tenté de raconter son héroïsme aux habitants, mais ses paroles s'étaient heurtées au scepticisme et, dans certains cas, à une hostilité franche.
Ces gens-là ne sont pas connus pour leur charité, mademoiselle Morel, lui avait dit le shérif Bastien lorsqu'elle avait relaté son sauvetage pour la première fois. Il est plus probable qu'il ait eu d'autres intentions, interrompues par le destin. Élise s'était indignée de cette suggestion. Il m'a sauvé la vie, shérif. Il aurait pu me laisser mourir, ou pire, si ses intentions étaient déshonorantes. Au lieu de cela, il m'a ramené saine et sauve et n'a rien demandé en retour. Mais le shérif et les autres étaient restés incrédules. Finalement, Élise avait cessé de mentionner Colane, gardant son souvenir comme une chaleur secrète qu'elle portait en elle. Ce matin-là, alors qu'Élise inscrivait des problèmes d'arithmétique au tableau noir, la porte de l'école s'ouvrit à la volée. Le jeune Lucas, 10 ans, se tenait sur le seuil, son visage constellé de taches de rousseur rouge d'excitation. « Mademoiselle Morel, Mademoiselle Morel, il y a un Indien au comptoir de Monsieur Hébert. » La craie d'Élise se figea en plein trait, son cœur s'emballant soudainement. « Un Indien ? Oui, on dit qu'il échange des fourrures, mais certains hommes s'énervent. Le shérif Bastien s'y rend en ce moment même. » Élise posa la craie avec un calme délibéré, bien que ses mains tremblassent légèrement. « Les enfants, continuez votre lecture s'il vous plaît. Marie, tu es responsable jusqu'à mon retour. » Ignorant les chuchotements qui éclataient derrière elle, Élise se précipita hors de l'école en direction du magasin général. Au centre du village, une petite foule s'était massée à l'extérieur, composée principalement d'hommes aux mines sévères et aux bras croisés. À travers la vitrine, elle pouvait voir M. Hébert examiner ce qui semblait être des peaux de castor. De l'autre côté du comptoir se tenait une silhouette familière vêtue de peau de daim. Élise se fraya un chemin à travers la foule juste au moment où le shérif Bastien arrivait, la main posée de manière significative sur la crosse de son revolver. « Quel est le problème ici, Hébert ?» lança le shérif en entrant dans la boutique. « Pas de problème, shérif, » répondit le commerçant, un homme maigre à lunettes, d'un naturel pragmatique. « Juste des affaires. Ce sont des peaux de première qualité. » Colane restait immobile, le visage impassible, mais Élise pouvait percevoir la tension dans ses épaules. Ses yeux glissèrent brièvement vers elle lorsqu'elle entra, trahissant une lueur de reconnaissance avant de retourner à leur neutralité prudente. « On ne veut pas de son espèce en ville », grogna l'un des hommes qui avait suivi le shérif à l'intérieur. Thomas Rochefort était l'un des éleveurs les plus prospères de Val d'Argent, mais aussi l'une des voix les plus virulentes contre les tribus natives. « Ils ont tué mon frère en 53. Cet homme n'a tué personne, » intervint Élise en s'avançant. « En fait, il m'a sauvé la vie pendant le blizzard de janvier. Je ne serais pas ici à enseigner à vos enfants sans lui. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le shérif Bastien fronça les sourcils. « Mademoiselle Morel, je croyais que nous avions réglé cette question. Votre souvenir des événements a probablement été troublé par votre calvaire. »« Je n'étais pas troublé, shérif, » répliqua fermement Élise. « C'est l'homme qui m'a trouvé à moitié gelé dans les montagnes et m'a amené en sécurité ici. Son nom est Colane. » Tous les yeux se tournèrent vers le guerrier qui gardait le silence, son regard fixé sur la transaction devant lui. « C'est vrai, l'Indien ?» exigea Rochefort. « C'est toi qui as trouvé notre maîtresse d'école ?» Colane prit enfin la parole, sa voix grave, calme, mais claire. « Oui. »« Pourquoi ?» insista le shérif, la suspicion évidente dans son ton. Colane soutint son regard sans ciller. « Elles mourirent. Personne mérite mourir seul dans le froid. » La dignité simple de ces mots créa un silence momentané. M. Hébert s'éclaircit la gorge maladroitement et poussa une petite pile de pièces sur le comptoir. « Vos peaux valent 15 $, c'est un prix juste. » Colane acquiesça une fois et ramassa l'argent, le glissant dans une petite bourse à sa ceinture. Puis, sans un mot de plus, il se tourna pour partir. « Attendez, » dit Élise en s'approchant. « Colane, merci encore de m'avoir sauvé. Je voulais vous exprimer ma gratitude convenablement. » Il s'arrêta, étudiant son visage. « Pas besoin, merci. Tu vis, c'est assez. »« Laissez-moi au moins vous offrir un repas avant votre départ, » insista-t-elle. « Il est presque midi et la pension sert un excellent ragoût. » Le shérif Bastien grimaça. « Mademoiselle Morel, ce ne serait pas convenable. »« Je ne me souviens pas avoir demandé votre permission, shérif, » l'interrompit Élise, une note d'acier dans la voix. « Cet homme m'a sauvé la vie. Le moins que je puisse faire est de lui offrir un repas en retour. » Colane secoua légèrement la tête. « Pas besoin, je pars maintenant. »
Élise comprenait sa réticence. L'hostilité dans la pièce était palpable, mais elle était déterminée. « S'il vous plaît, juste un repas. » Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour des yeux que seule elle sembla remarquer. Après un long moment, il acquiesça une fois. Le repas à la pension de famille fut une affaire tendue. Madame Leblanc, la propriétaire, avait failli refuser de les servir jusqu'à ce qu'Élise lui rappelle sèchement qu'elle payait bon prix pour sa chambre et qu'elle pouvait inviter un hôte si elle le souhaitait. Ils s'assirent à une petite table dans un coin, cruellement conscients des regards pesants des autres convives. « Je suis désolé pour leur comportement », dit doucement Élise, tandis que Colane mangeait avec des gestes mesurés et délibérés. « Ils ne comprennent pas. »« Ils comprennent, » répondit-il. « Ils ont peur de ce qui est différent. » « Avez-vous été bien ?» demanda-t-elle, impatiente de changer de sujet. « Où viviez-vous ?»« Montagne, » dit-il en faisant un geste vague vers l'ouest. « Beaucoup d'endroits, suivre le gibier. » Seule ? Elle ne put s'empêcher de poser la question. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Oui, seule et plus sûre. Pour vous peut-être, mais j'ai failli mourir seule, » dit Élise. « Parfois nous avons besoin des autres, que nous voulions l'admettre ou non. » Colane pesa ses mots, puis répondit dans sa phrase la plus longue à ce jour. « Mon peuple dit « Homme est comme arbre, peut tenir seul, mais forêt survit quand arbres poussent ensemble. » C'est magnifique, dit Élise, sincèrement émue, et sage. Votre peuple a beaucoup à enseigner, si seulement les autres voulaient bien écouter. Peu écoutent, dit-il simplement en retournant à son ragoût. Lorsqu'ils eurent fini de manger, Élise accompagna Colane jusqu'à l'orée de la ville où son cheval était attaché. L'animal hennit doucement en guise de salut à l'approche de son maître. « Reviendrez-vous à Val d'Argent » demanda Élise, surprise de constater à quel point elle espérait que la réponse soit positive. Colane hésita, puis hocha la tête. « Quand j'aurai fourrure à échanger. »« Bien, dit-elle en souriant. Peut-être que la prochaine fois vous m'en direz plus sur la sagesse de votre peuple. J'aimerais la partager avec mes élèves. » « Ton peuple n'approuvera pas, avertit-il. Alors ils devront apprendre à désapprouver, répondit-elle plus calmement, mais avec détermination. Bon voyage, Colane. Alors qu'ils montaient en selle, Élise tendit impulsivement la main pour effleurer la sienne. Vous serez toujours le bienvenu là où je suis. Ses doigts se refermèrent brièvement autour des siens. Un geste si rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. Puis il s'éloigna, silhouette solitaire se détachant sur la vaste nature sauvage qui avait failli lui coûter la vie et lui avait, au contraire, apporté une amitié inattendue défiant les frontières de leur monde. Depuis la fenêtre de la pension, Thomas Rochefort observait l'institutrice et le guerrier avec des yeux plissés, l'esprit bouillonnant de pensées sombres et de vieille haine qui refusait de rester enterré. Le printemps s'était pleinement installé à Val d'Argent, apportant avec lui des tapis de fleurs sauvages dans les prairies et des jours plus longs et plus chauds qui permettait à Élise d'emmener ses élèves à l'extérieur pour des leçons de sciences naturelles. Sa popularité au sein de la communauté n'avait cessé de croître, bien que certains chuchotassent encore au sujet de sa défense enturelle de l'homme des plaines qui apparaissait occasionnellement au comptoir de M. Hébert. Colane était revenu à Val d'Argent 3 fois depuis cette journée tendue au magasin général. Chaque visite suivait le même rituel immuable. Il arrivait tôt le matin, concluait ses affaires rapidement, et échanger quelques instants avec Élise avant de repartir. Leur rencontre était brève, mais lourde de sens. Élise en apprenait peu à peu davantage sur sa vie solitaire et sur la culture dont il avait été coupé. Lors de sa dernière visite, 2 semaines plus tôt, il lui avait apporté un petit présent, un renard délicatement sculpté dans du bois. Pour se souvenir de la sagesse, avait-il expliqué. Le renard sait quand se terrer, quand fuir et quand faire face. Élise gardait la sculpture sur son bureau à l'école, suscitant la fascination de ses élèves qui la criblaient de questions sur son ami indien. Elle répondait honnêtement, mais avec prudence, consciente des sentiments complexes que beaucoup dans la communauté nourrissaient envers les tribus natives. Cet après-midi-là, alors qu'Élise retournait à la pension après la classe, le shérif Bastien l'aborda, l'expression grave. « Mademoiselle Morel, puis-je vous dire un mot ?»« Bien sûr, shérif, » répondit-elle en s'arrêtant sur le trottoir de planche. « C'est au sujet de votre association avec ce... Colane, dit-il en baissant la voix. Cela fait jaser en ville. » Élise redressa l'échine. « Je n'avais pas conscience que mes amitiés étaient soumises à l'approbation de la ville, shérif.
Ce n'est pas le cas d'ordinaire, admit-il, mal à l'aise. Mais là, c'est différent. Rochefort sème le trouble. Il dit qu'il n'est pas convenable pour l'institutrice de frayer avec des sauvages. « Monsieur Collan n'est pas un sauvage », répliqua fermement Élise. Et le terme « frayer » sous-entend une intimité tout à fait inappropriée. Nous sommes simplement des connaissances. Le shérif soupira, ôtant son chapeau pour passer une main dans ses cheveux grisonnants. « Écoutez, mademoiselle Morel, j'essaie juste de vous avertir. Rochefort a perdu de la famille lors des raids d'autrefois. Il a une haine tenace au ventre, et il est influent par ici. Suggérez-vous que je devrais abandonner une amitié à cause des préjugés de monsieur Rochefort ?» demanda Élise, sa voix se refroidissant. « Je suggère que vous soyez prudente, » répondit le shérif, « pour votre propre bien et pour celui de l'Indien aussi. Tout le monde à Val d'Argent n'est pas aussi ouvert d'esprit que vous. » Sur cet avertissement, il remit son chapeau et poursuivit son chemin, laissant Élise troublée. Elle savait que son amitié avec Collan était inhabituelle, mais elle n'avait pas pleinement mesuré le danger qu'elle pouvait représenter pour lui, bien plus que pour elle-même. Ce soir-là, alors qu'Élise préparait ses leçons au petit bureau de sa chambre, une agitation dans la rue l'attira à la fenêtre. Un groupe d'hommes à cheval se rassemblait dehors, mené par Thomas Rochefort. Plusieurs portaient des torches, leurs flammes vives découpant le crépuscule grandissant. Madame Leblanc fit irruption dans sa chambre sans frapper, son visage rond empourpré par l'excitation. « Mademoiselle Morel, ils ont repéré l'Indien dans la vallée du Nord. Rochefort dit qu'il a volé du bétail et ils forment une milice pour l'attraper. » Le sang d'Élise se blassa. « C'est ridicule. Collan est un chasseur et un trappeur, pas un voleur. » « Eh bien, Rochefort dit que 3 de ses veaux ont disparu hier et qu'un de ses ouvriers a vu un Indien surveiller le troupeau, » répondit Madame Leblanc. « Ils partent le chercher maintenant. » Sans prendre le temps de réfléchir, Élise attrapa son châle, dévala les escaliers et se rua dans la rue. La troupe grossissait, de nouveaux hommes se joignant à elle. Certains semblaient avides de violence, d'autres simplement emportés par le mouvement. « Monsieur Rochefort » appela Élise en s'approchant du cheval de l'éleveur. « C'est de la folie. Vous n'avez aucune preuve que Collan a pris votre bétail. » Rochefort la toisa avec mépris. « Restez en dehors de ça, la maîtresse d'école. C'est une affaire d'homme. Ce rôdeur traîne dans les parages depuis trop longtemps et maintenant il devient audacieux. Il est temps de lui donner une leçon. » Élie se tourna vers Bastien qui, assis inconfortablement sur sa selle à proximité, semblait hésiter. « Shérif, vous ne pouvez pas permettre cela. Ce n'est rien d'autre qu'une expédition punitive. »« Nous allons juste le ramener pour l'interroger, mademoiselle Morel, » répondit le shérif, bien que ses yeux trahissent son doute. « S'il est innocent, il n'a rien à craindre. »« Rien à craindre » répéta Élise, incrédule. « Regardez ces hommes. Ils sont armés pour la guerre, pas pour une arrestation. » Mais ces protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que Rochefort élevait la voix. « En selle, les gars, on va attraper ce voleur avant qu'il ne retourne dans les montagnes. » Tandis que la troupe quittait la ville dans un grondement de sabots, Élise resta plantée au milieu de la rue, impuissante, la poussière tourbillonnant autour de ses jupes. Puis, mue par une détermination soudaine, elle fit volte-face et courut vers l'écurie. « J'ai besoin d'un cheval, père Martin, » dit-elle au palefrenier sans préambule. « Tout de suite. »« Allons, mademoiselle Morel, vous ne pensez tout de même pas suivre cette bande ?» demanda le vieil homme, alarmé. « Je dois empêcher une grave injustice, » répondit-elle. « S'il vous plaît, père Martin, je sais monter et je vous paierai le double de votre tarif habituel. » Quelque chose dans son expression dut le convaincre, car il acquiesça à contre-cœur et sella une jument docile pour elle. En quelques minutes, Élise galopait vers le nord, suivant la trace des cavaliers à la clarté de la lune montante. Elle connaissait la vallée. Il se dirigeait vers l'endroit où Collan avait mentionné camper lorsqu'il commerçait à Val d'Argent. C'était un lieu abrité avec un petit ruisseau, dissimulé du sentier principal par un bosquet de peupliers. Le cœur battant à tout rompre, elle mit pied à terre et attacha son cheval à un arbre, puis s'approcha furtivement à pied. La scène qui s'offrit à elle la glaça d'effroi. Collan se tenait le dos contre un immense rocher, encerclé par Rochefort et ses hommes. Ses mains étaient légèrement levées, paume ouverte, mais son expression conservait une dignité inébranlable, même lorsque le canon du fusil de l'éleveur s'enfonça contre sa poitrine. « J'ai trouvé les pots !» cria l'un des hommes en émergeant du campement sommaire de Collan. «
brandissant ce qui semblait être des fourrures fraîchement tannées. « C'est la preuve qu'ils volent nos bêtes !»« Ce sont des peaux de cerf !» hurla Élise en pénétrant dans la clairière. « Pas du bétail !» Toutes les têtes se tournèrent vers elle, stupéfaites. Le shérif Bastien fut le premier à recouvrer ses esprits. « Mademoiselle Morel, bon sang, que faites-vous ici ?»« J'empêche un meurtre, » répondit-elle en avançant d'un pas assuré jusqu'à se tenir aux côtés de Collant. « Ces hommes sont déterminés à pendre un innocent sur la seule base de leurs préjugés et de leur haine. »« Écartez-vous, femme, » grogna Rochefort. « Cela ne vous regarde pas. »« Cela nous regarde tous, » répliqua Élise, sa voix portant clair et fort dans le silence soudain de la clairière. Quelle sorte de communauté bâtissons-nous si nous laissons la loi de la foule remplacer la justice ? Qu'enseignons-nous à nos enfants quand nous condamnons un homme uniquement pour sa race ? Elle se tourna vers le représentant de la loi. « Examinez ces peaux, shérif Bastien. C'est du cerf, pas de la vache. Et même s'il manque des veaux, vous n'avez aucune preuve liant Collan à leur disparition. » Le shérif hésita, puis arracha les peaux des mains de son adjoint et les étudia à la lueur des torches. « Elle a raison, » admit-il à contre-cœur. « Ce n'est pas du cuir de bovin. »« Ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas volés, » insista Rochefort. « Il a probablement déjà vendu la viande. Je sais qu'il mange mon bétail. » Collan prit la parole pour la première fois, sa voix grave restant calme malgré l'arme toujours braquée sur son cœur. « Pas besoin. Gibier abondant. Tanière pleine. » Rochefort cracha au sol, appuyant plus fort le canon contre lui. « Ça suffit, » intervint le shérif Bastien en abaissant le fusil de l'éleveur d'un geste brusque. « Nous sommes venus l'arrêter pour l'interroger, pas pour l'exécuter sur le champ. Et l'institutrice a raison. Nous n'avons pas assez de preuves. » Un face-à-face tendu s'ensuivit, Rochefort foudroyant le shérif du regard, le doigt crispé sur la gâchette. Finalement, avec un juron étouffé, il abaissa son arme. « Très bien, emmenez-le. Mais si mes veaux ne réapparaissent pas, je saurai qui blâmer. » Alors que deux adjoints s'avançaient pour saisir les bras de Collan, Élise s'interposa. « Non, il vient avec moi. Je l'amènerai en ville demain et il répondra à vos questions à ce moment-là. » « Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, mademoiselle Morel, » commença le shérif. « Ce raid nocturne non plus, » riposta-t-elle. « Vous avez vu son campement ? Il n'y a aucune trace de vol de bétail. Laissez-le rassembler ses affaires et je vous donne ma parole qu'il se présentera demain. » Peut-être était-ce l'autorité inhabituelle dans la voix de l'institutrice, ou peut-être le propre malaise du shérif face à la situation, mais après un long moment, Bastien acquiesça. « D'accord. Mais je veux vous voir tous les deux dans mon bureau à midi demain. » Tandis que la troupe se dispersait à regret, Rochefort s'attarda, le visage tordu par la colère. « Ce n'est pas fini, » avertit-il avant de finalement talonner son cheval. Une fois seul, le calme d'Élise se fissura enfin. Elle s'effondra sur un tronc d'arbre renversé, tremblant sous le contre-coup de la peur et de la colère. « Ils auraient pu vous tuer. » Collan s'agenouilla près d'elle, ses yeux sombres scrutant son visage. « Pourquoi être venu ? Dangereux pour toi. »« Je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal, » répondit-elle simplement. « Pas quand vous m'avez sauvé sans la moindre hésitation. » Il garda le silence un long moment, puis dit doucement. « Tu as un cœur brave, Élise Morel. » C'était la première fois qu'il utilisait son nom entier, et quelque chose dans son intonation l'obligea à lever les yeux pour croiser son regard. Au clair de lune, le danger passé, elle vit dans ses yeux ce qui avait été caché jusqu'alors, un profond respect, et peut-être quelque chose de plus. « Que va-t-il se passer demain ?» demanda-t-il. « Nous irons en ville, comme promis, » répondit-elle. « Le shérif est un homme juste, malgré tout, et ils retrouveront probablement ces veaux égarés dans un autre pâturage. Le domaine de Rochefort est vaste, et ces hommes ne sont pas toujours rigoureux. » Collan hocha la tête, puis la surprit par ces mots suivants. « Je quitte ces montagnes après-demain. »« Partir ? Mais pourquoi ? » ?»« Plus en sécurité maintenant, » dit-il sobrement. « Certains hommes n'oublient jamais la haine. » Élise savait qu'il avait raison. Rochefort ne pardonnerait ni n'oublierait cette nuit. « Où irez-vous ?»« Ouest, » répondit-il. « Nouveau territoire. Recommencer. » Une profonde tristesse envahit Élise à la pensée de ne plus jamais le revoir. En si peu de temps, cet homme silencieux et digne avait changé sa compréhension du courage et de l'humanité plus que quiconque. « J'aimerais que les choses soient différentes, » murmura-t-elle. Collan tendit la main et, avec une infinie délicatesse, repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille.
un geste si inattendu et si tendre que le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge. « Certaines choses changent lentement, dit-il, comme rivière qui sculpte la pierre. Prend beaucoup d'années, mais rivière gagne toujours. » Élise sourit tristement. « Je ne verrai peut-être pas ce jour. »« Tu enseignes aux enfants, lui rappela-t-il. Ils voient monde nouveau grâce à toi. C'est comme ça que le changement vient. » Assis ensemble sous l'immensité du ciel étoilé, Élise réalisa que Colane lui avait donné bien plus que la vie lors de cette tempête de neige. Il lui avait offert une compréhension plus profonde de la dignité et cet espoir patient que, malgré les préjugés de leur temps, l'avenir pourrait être différent. Au matin, ils chevaucheraient ensemble vers la ville. Une institutrice et un guerrier, unis par les circonstances et séparés par un monde qui n'était pas prêt pour leur amitié. Mais pour cette nuit, sous les astres témoins d'innombrables luttes et triomphes humains, ils partageaient le simple réconfort de leur présence mutuelle. Deux âmes qui avaient tissé un lien inattendu par-delà les vastes fossés de leur monde.